solitudes glacées du Grand Nord, non loin du pôle, se dresse une falaise isolée dominant une banquise où souffle un éternel blizzard. Une silhouette robuste se tient à son pied. C'est là que je vais bâtir ma base secrète. Clark se met à l'ouvrage. Ses moyens physiques, ses connaissances extraordinaires lui permettent d'édifier, seul et à l'insu du monde entier, un prodigieux complexe de recherche scientifique où il accumule données, informations et archives. À l'intérieur de la falaise, il bâtit sur 3 niveaux une base alimentée par l'énergie thermique qu'il se procure dans la barysphère en allant la chercher au cœur de la Terre en plein noyau de fusion. Comme possédé par une volonté qui le dépasse, il aménage des salles pour l'instant vides, mais qu'il sait devoir utiliser par la suite. Voilà. 3 niveaux et pas d'escalier les reliant. Pour moi, c'est inutile. Cependant, les objets étranges en provenance de Krypton continuent à l'intriguer. Il sait qu'il doit finir par percer leur mystère. Ce coffret qui émet ce rayonnement vert et violet, pourquoi ne pas savoir? Je dois aller jusqu'au bout, ne pas interrompre son action. Le bourdonnement s'élève, et le halo vert et violet illumine tout le premier niveau de la base, que Clark a baptisé sa forteresse de solitude. C'est étrange. Ce halo a une sorte d'effet hypnotique. Quantité de couleurs et de sons envahissent mon esprit. J'ai comme une sorte de vertige. Clark ne peut détacher ses yeux du bizarre émetteur. Les sons se précisent. On dirait un langage. Quant aux images, des flammes, des structures qui apparaissent et s'effondrent. Et toujours ce mot, Krypton. Figé de stupeur, Clark voit se matérialiser les images et l'histoire de sa planète natale. Ses prodigieuses capacités linguistiques lui permettent très vite d'assimiler la langue inconnue qu'il entend, et au bout d'un temps indéfini, il voit 2 silhouettes qui se précisent peu à peu. Un homme et une femme. Il semble le connaître. Ils s'adressent à lui et il les comprend. Kal-El, mon fils, c'est moi, Jor-El, ton père, qui te parle. Kal-El, mon fils, c'est moi, Lara, ta mère, qui te parle. Il écoute, attentif, la longue histoire de Krypton, celle de ses origines et de son passé. Il apprend de son père que les données numériques et codées sont ses archives scientifiques et historiques. Il va pouvoir ajouter à ses connaissances terrestres celles de Krypton. Il apprend aussi que le tissu bleu et rouge dans lequel Lara l'avait enveloppé possède des propriétés protectrices. Lara lui ordonne d'y tailler sa tenue de combat aux couleurs de Krypton. La silhouette de celui que les hommes vont baptiser Superman est née. Minutieusement, il établit son plan d'action. Il sait qu'il devra désormais assumer 2 identités très distinctes, dont l'une sera absolument secrète.
Quelques semaines plus tard, à Metropolis, un jeune homme portant lunettes et dont l'allure est volontairement gauche et timide se présente à la rédaction du Daily Planet, le grand quotidien dirigé par Perry White. Le bureau du rédacteur en chef, s'il vous plaît, mademoiselle. 14e étage après la salle des téléx. Merci beaucoup. T'es honte. Oh, pardon, mademoiselle. Me dites, faites attention, quelle empotée. C'est la première fois que je viens ici. Je dois rencontrer Perry White. Oui, et... bah ça va, mon vieux, vous me raconterez votre vie une autre fois. Oh, pas commode, mais ravissante. C'est vous, Kent? Perry White vous attend. Je suis Jimmy Olsen, le photographe, et je fais équipe avec Lois Lane, notre reporter vedette, celle dont vous venez d'écraser les pieds. Bienvenue à bord. Dans le bureau de Perry White règne une activité fébrile. Allô? Johnson? Mais ce papier sur l'Asie mineure, ça vient ou quoi? Non, je ne veux pas de cette mise en page. Loïs, venez ici, mon petit. Oui? J'ai beaucoup aimé votre papier sur les élections. Voici Clark Kent qui va faire ses débuts chez nous. Les chiens écrasés, sans doute. Voyons, Loïs, il y a un commencement à tout. Soudain, le téléscripteur du bureau de Perry White se met à crépiter. Métropolis, 11h45. Un cargo de munitions est en feu dans le port. Il menace d'exploser d'un instant à l'autre. Bon sang, Loïs, Jimmy, laissez tout tomber et allez me couvrir sans vitesse. Oui. Quant à vous, Kent... Où est-il passé? Personne n'a vu Clark disparaître et personne n'a remarqué que la fenêtre de la pièce vide voisine est grande ouverte. Entre-temps, Loïs et Jimmy sortent de l'immeuble et tombent sur une foule houleuse qui désigne le ciel. Possible, enfin je rêve. Là-haut. C'est un oiseau. Non, un avion. Non, c'est... Oh, c'est un homme. Et il vole. Dans le port, à quelques encablures d'une cale sèche, un cargo se dresse entouré d'une épaisse fumée. On distingue des silhouettes minuscules qui s'agitent dans l'eau, tandis que l'air résonne du ululement des sirènes. Sur les quais, la police s'efforce d'écarter les badauds. Soudain, un hurlement s'élève. Comme jailli du ciel, un éclair bleu et rouge frappe le navire. La foule se tait et, abasourdie, voit les 15 000 tonnes du cargo s'élever dans les airs et disparaître à sa vue. Vous avez vu? C'est incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé? Un homme a soulevé et emporté le cargo. Un homme? Un surhomme? Oui, un surhomme. Superman. Cependant, loin dans l'espace, à mi-chemin entre la Terre et la Lune, Superman, car c'est ainsi qu'il s'appellera désormais, tenant à bout de bras le cargo de munitions, s'éloigne de la Terre à vitesse photonique. Bon, une demi-seconde pour éloigner la menace. Dès que le navire explosera, il nous faudra veiller à ce qu'il n'y ait aucune retombée dangereuse sur la Terre. Cependant, à l'observatoire de Jodrell Bank, en Angleterre... C'est fou. Je viens de voir une explosion d'astéroïdes ou de comètes à mi-distance entre la Terre et la Lune. Et dire que je n'ai pas pensé à la photographier. À Metropolis, dans les bureaux du Daily Planet. Laissez tout tomber. Olsen, Lane, je veux tout savoir sur cet homme volant, ce Superman. Avez-vous pris des photos? Impossible, patron, tout s'est passé si vite. Bon, sortez une édition spéciale, 5 colonnes à la une. Panique et miracle dans le port. Où est Kent? Voici, monsieur. Où étiez-vous passé? J'étais sur une barge pas loin du cargo et j'ai... Enfin, j'espère qu'elle sera réussie. J'ai photographié le navire au moment où... Quoi? Ah, Kent, mon garçon, si cette photo est bonne, fini les chiens écrasés pour vous, vous serez nommé reporter.
Oh, un peu rapide comme promotion, non? Un simple coup de chance. Kent, filez aux archives de la marine et faites-moi un papier sur ce bateau de munitions. Hein. Regardez à la rubrique flotte marchande. Je vous donne 1 heure. Bien, monsieur. Loïs et vous, Olsen, prenez l'hélicoptère du journal et survolez le port. Je veux une série de photos sur le lieu où le cargo était ancré. Dans la salle des archives qui contient des milliers de dossiers, Clark, sans la moindre hésitation, a trouvé le nom, le port d'attache et l'armateur du bateau dont les fragments flottent quelque part entre la Terre et la Lune. Cargo Atalena, en provenance de Valparaiso, port d'attache Porto Rico, armateur Hermanos Gomez. Il me faudra vérifier tout ça. Hein? Je perçois un signal en ultrason qui provient de ma base de l'Arctique. 1 heure, m'a dit Perry White, c'est plus qu'assez pour y aller et revenir. Clark ôte son costume comme on ôte un vêtement de scène. Il porte en dessous sa tenue de Superman et après avoir dissimulé ses vêtements dans une poche de sa cape, ouvre la fenêtre. En moins d'1 seconde, Superman est à 45 000 pieds d'altitude et sa vision télescopique fouille le ciel tous azimuts. Il repère, entre autres, l'hélicoptère du Daily Planet avec Lois et Jimmy Olsen à son bord. Soudain, le visage du jeune kryptonien se crispe. Il perçoit un rayon laser jaillir de l'espace. Un fin rayon couleur rubis qui fauche les pales du rotor. L'appareil se met en vrille et pique soudain vers le port. Impossible de redresser. Nous allons nous écraser. Non, regardez. L'hélicoptère est soudain immobilisé dans sa chute. Plus vif que l'éclair, Superman a plongé dans sa direction, l'a saisi par ses patins et stabilisé à 200 mètres du sol. Ne craignez rien là-dedans, je vais vous déposer sain et sauf à terre. Coupant à tout remerciement, une fois l'appareil au sol, Superman s'envole à nouveau. Au moins dites-moi votre nom. La minuscule silhouette bleue et rouge trace alors dans le ciel, à l'aide de fumées de couleur, ce seul mot. Superman. Fantastique. Cette fois, je tiens mon papier. Peu après, Superman rejoint au cœur de l'Arctique le formidable complexe scientifique qui lui sert de base et qu'il a baptisé la forteresse de la solitude. Voyons. Je programme mon ordinateur central, rayon laser, fréquence, origine. Au milieu du bourdonnement des machines et des voyants qui ne cessent de clignoter, le justicier de Krypton lit avidement les chiffres qui s'accumulent sur le télécran principal et sursaute. Mais c'est incroyable. L'origine du rayon laser serait située au cœur du cratère de Copernic, sur la Lune. Je dois y aller. Mais auparavant, je suis attendu au Daily Planet. Clark Kent, un dossier sous le bras, se présente à Perry White. Alors, Kent, du nouveau? Oui, monsieur, voici les premiers éléments concernant le bateau, mais je dois encore éclaircir certains points. C'est ça, et surtout, ne perdez pas de temps. Clark Kent quitte la salle de rédaction du journal, et 2 minutes 47 secondes plus tard, Superman, sous un ciel noir clouté d'étoiles, pose le pied sur le site désolé du cratère de Copernic, à plus de 400 000 kilomètres de son point de départ. Sa vision télescopique embrasse tout l'horizon. Il repère ce qu'il cherche, et d'un bond prodigieux, il se retrouve à quelques mètres d'un engin d'origine terrestre. Une station télécommandée? Voilà le canon laser. Il est pointé vers... Ah non, pas ça! Superman, d'un coup de poing, réduit l'appareil en miettes et décolle à vitesse photonique en direction de la Terre. D'abord le cargo, ensuite l'hélicoptère, et maintenant ce laser installé sur la base et braqué sur le bureau du président à la Maison-Blanche. Il me faut agir très vite! Cependant, Lois Lane, Jimmy Olsen sont retournés au journal, et là... Comment il s'appelle, Superman? Et c'est tout ce que vous en avez tiré? Miss Lane, vous dites que vous êtes mon meilleur reporter, alors prouvez-le. Sinon, rendez-moi votre stylo. Tenez. Voilà Monsieur Kent, votre chouchou. Puisque c'est comme ça, demandez-lui donc de faire mieux. Désolé, Miss Lane, mais je n'en ai pas les moyens. Monsieur White, le cargo Atalena a été vendu par la NASA comme surplus aux armateurs Gomez. Et si je pouvais aller à Cap Kennedy, j'en saurais plus. Mais qu'attendez-vous? Vous devriez déjà être parti. Clark ne se le fait pas dire 2 fois. Le prodigieux intellect de Superman compulse, trie, analyse une masse d'informations à une vitesse inconcevable, tandis qu'il vole vers la base spatiale, et peu après... Halte! Où allez-vous, monsieur? Je me nomme Kent, reporter au Daily Planet. Et j'ai rendez-vous avec le général Scavenger.
chef du projet navette lunaire. Voici mon laissez-passer. Escorté de 2 gardes de la police militaire, Clark traverse de longs couloirs violemment éclairés. Qui se douterait que derrière les lunettes du timide reporter, la vision X de Superman sonde les bâtiments de l'Agence nationale de l'aéronautique et de l'espace. Apparemment, tout semble normal. Tiens, une porte interdite. Le bureau du général Scavenger. Curieux militaire. Ex-candidat à la présidence et adversaire juré de l'actuel chef de la Maison-Blanche, il s'est fait désigner comme responsable du projet navette lunaire grâce à ses appuis auprès des grands industriels. La station télécommandée que j'ai détruite sur la Lune est un prototype récent mis au point ici et encore jamais essayé sur Terre. Clark est plongé dans ses réflexions quand une voix le tire brusquement de sa rêverie. Nous sommes arrivés, monsieur Kent. Veuillez attendre un instant ici. Resté seul, Clark utilise alors conjointement sa vision X et son hyper-oui, tandis que derrière les portes insonorisées du bureau du général, une conversation se poursuit. Quoi? Un reporter ici? Alors que ma station lunaire ne fonctionne plus. Je dois procéder à un nouveau lancement coûte que coûte, sinon le plan bêta est condamné. Cet idiot en sait déjà trop, débarrassez-moi de lui, hein, selon le processus habituel, le laser. Mon général, Clark Kent a disparu. Cet homme ne doit pas quitter le bâtiment vivant. Soudain, comme jailli de nulle part, Superman se dresse face aux 3 hommes. Assez plaisanté, général, vous êtes démasqué. Hein, quoi? D'où sort ce guignol? Allez, arrêtez-moi ça tout de suite. Les 2 hommes braquent leurs pistolets sur le kryptonien. Et voilà les enfantillages qui recommencent. Halte au tir! Abattez-le! Les 2 militaires vident leur chargeur sur Superman, qui ne bronche pas sous la grêle de projectiles. L'un d'eux s'effondre, atteint par un ricochet, tandis que le général bégaye. C'est impossible, ça. Ça défie toutes les lois humaines, c'est à devenir fou, ça. Général, je crois que vous devez renoncer à votre coup d'État et au plan bêta, c'est-à-dire la prise du pouvoir dans ce pays à l'aide de la technologie spatiale. C'est par pitié que je ne vous abats pas. Rédigez votre démission et votre confession, et donnez-les-moi. Plus tard, à Metropolis, l'agent O'Reilly du 14e district fait sa ronde et tombe soudain sur un étrange et volumineux colis. Un général à 4 étoiles, solidement ligoté, déposé au pied d'un arbre avec une enveloppe cachetée, épinglée sur la poitrine, à l'attention du FBI, avec les compliments de Superman. Ça alors? Ah, y a qu'à moi qu'un truc pareil arrive. Et ce type de l'autre côté de la rue. Eh, vous là, qu'est-ce que vous fichez ici? Moi? Rien, monsieur l'agent. Mon nom est Clark Kent. Je suis reporter. Et je suis comme vous. Je fais mon métier.